Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de descente, sauf que aujourd'hui, il y a des risques que d'autres personnes qui n'ont pas été contaminées le soient. C'est le gériatre, le médecin Jo Zriem qui est en ligne. Bonjour Jo. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, ravi de vous accueillir ce matin parce que, au vu des chiffres, alors on sait que tous les spécialistes, les médecins, etc., nous disent que nous n'avons pas de deuxième vague, mais pourtant, le Premier ministre semble montrer des signes d'inquiétude. Alors, est-ce que, d'après vous, les personnes âgées ont une chance d'être recontaminées, bien qu'ils fassent très attention à eux? On a vu qu'ils se protégeaient quand même encore beaucoup. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Écoutez, moi en tant que spécialiste de maladies infectieuses et parasitaires, ce que je peux vous dire, c'est qu'en virologie, en maladies infectieuses, il n'existe pas de deuxième vague. Ça ne veut rien dire une deuxième vague. On n'a jamais vu un virus arriver et puis croître, infecter tout le monde et repartir toujours sur la même lancée. En fait, ce qu'on appelle la deuxième vague, improprement d'ailleurs, est tout simplement le fait qu'il y ait à nouveau de nouvelles infections. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire naturelle d'un virus, quel qu'il soit d'ailleurs, et ça depuis que l'homme est capable d'étudier les virus, c'est quelque chose qui commence, qui croît, c'est comme une courbe de Gauss, vous savez, ça monte, ça atteint un sommet, un plateau, puis ensuite ça redescend doucement. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de descente, même bien avancée d'ailleurs, sauf que aujourd'hui, il y a des risques que d'autres personnes qui n'ont pas été contaminées le soient. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième vague, si vous voulez. Et donc le risque, c'est qu'aujourd'hui, du fait que certaines règles ne sont plus respectées et qu'il y a un déconfinement total, absolu et complètement erratique dans certains endroits, il y ait de nouvelles infections. Et ça, c'est un danger. C'est ça le risque. Et le risque qui est pointé du doigt est important et il faut le prendre en compte. Car ça avait été annoncé d'ailleurs, ça avait été annoncé par le Premier ministre, ça a été annoncé également par tous les responsables en matière de santé publique. Si jamais il y avait un retour de ces infections, eh bien il y aurait à nouveau des mesures qui seraient prises. Et ces mesures, ça serait le confinement entre autres. Alors justement, Jo Zriem, vous parlez des personnes qui peuvent être recontaminées ou contaminées. Pourtant, on fait des tests. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude que quelqu'un qui a eu le coronavirus puisse le revoir. Voilà. On ne sait pas s'il est immunisé, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? Quelqu'un qui l'a eu, a priori, ne l'aura pas. Voilà, ça c'est les dernières données. Par contre, des gens qui ne l'ont pas eu, des personnes qui ne l'ont pas eu, peuvent être infectées à nouveau. Et en particulier, les personnes âgées. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le problème vient tout simplement du fait qu'aujourd'hui, on sait que plus de 80% des personnes atteintes de ce virus ne ressentiront que des symptômes légers ou aucun symptôme, et particulièrement des jeunes. Par contre, une minorité de ces personnes va développer ensuite un Covid-19 avec des formes assez graves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes fragilisées, des personnes âgées et atteintes de comorbidité, je vous rappellerai ce que sont les comorbidités dans quelques instants, sont des personnes qui sont à risque. Donc celles-là sont en danger. Ça veut dire que les enfants qui sont dans des écoles où malheureusement il y a eu des contaminations et qui sont toujours en raison des allègements en contact avec leurs grands-parents peuvent être porteurs du virus sans le savoir et contaminer leurs grands-parents? Tout à fait. Ce sont alors, là aussi, il y a des données nouvelles qui apparaissent et que les enfants seraient moins contaminants qu'on le pensait. On les a incriminés, les pauvres, on les a stigmatisés. En vérité, il y en aurait un peu moins, mais néanmoins, ils le sont. Moi, c'est quelque chose que j'ai perçu il y a 15 jours. Dans ma consultation, je vais vous raconter ça, j'avais deux dans des consultations classiques d'acupuncture médicale. J'ai eu 2 patients qui m'ont téléphoné, un le lundi et un autre le mercredi, la veille, en me disant qu'ils ne pourraient pas venir car ils rentraient en bidoude. Et j'étais surpris, pourquoi? Et ils m'ont expliqué que leurs enfants étaient dans des écoles, et les écoles fermées, et
la première fois, c'est parce qu'il y avait un enseignant qui était atteint. La deuxième fois, c'est parce que c'était un jeune adulte qui était atteint dans les deux cas. Et donc, ils ont fermé toute l'école et ils ont renvoyé tous les enfants en bidoute. Mais en bidoute, pas en confinement, c'est-à-dire en quarantaine. Et automatiquement, les parents avec. Alors, donc je me suis douté que là, il y avait quelque chose qui commençait. Et en fait, on en a eu la preuve. Quelques temps après. Jose Riam, on fait beaucoup de tests en ce moment, donc beaucoup plus de tests qu'au démarrage. Et évidemment, forcément, en faisant des tests, on trouve plus de malades. Ça semble aussi logique. C'est peut-être pour ça que les médecins, comme vous d'ailleurs, disent qu'il n'y a pas vraiment de deuxième vague. Maintenant, que faut-il faire dans le laps de temps où on a été testé? On n'a pas encore la réponse et on attend la réponse. Bon, ça peut prendre malheureusement beaucoup de temps. Ça peut prendre 1 semaine, 5 jours, ça dépend des cas. Il faut rester en bidoute? Alors, vous vous rappelez, on avait évoqué cette question il y a quelques temps déjà, où on avait parlé de la multiplication des tests. Et je vous avais dit que si on multiplie les tests, et c'est une solution remarquable en matière d'épidémiologie et de lutte contre la pandémie, on va trouver de plus en plus de patients atteints. Et c'est normal, puisqu'on sait donc, vous avez bien compris, 80-85% de personnes qui sont pas asymptomatiques, mais des personnes jeunes qui ont des petits symptômes ou qui guérissent tout seuls. Donc, on va trouver, en faisant des tests, beaucoup plus de personnes atteintes. Alors, à partir du moment où on fait, où quelqu'un est déclaré positif, ou à partir du moment où on fait un test parce qu'il y a une suspicion, il faut que ces personnes responsables se mettent en isolement, ce qui me semble évident pour répondre directement à votre question. Et parce que ces personnes sont peut-être contaminantes. Elles le seront dans les 48 heures en général, 24-40 heures avec le test, mais elles sont contaminantes. Donc, il faut faire attention qu'elles ne fréquentent pas des personnes qui seraient à risque, comme on a parlé de ces personnes âgées ou pas âgées ou atteintes de comorbidités. Je rappelle, les comorbidités, c'est le diabète essentiellement, un peu moins l'hypertension, les problèmes d'obésité, les problèmes d'insuffisance respiratoire, ainsi que tous les problèmes de baisse de défense, que ce soit des maladies de ce type ou des cancers. Ça sont des personnes à risque. Et ce sont des personnes qui sont vraiment, vraiment à risque et il faut faire attention de les isoler. Ok, donc ces personnes à risque, puisqu'on en parle, est-ce qu'elles peuvent développer d'autres pathologies en raison d'un excès de sédentarité ? En fonction d'un excès de sédentarité, c'est-à-dire qu'à force de vouloir se protéger, eh bien on reste chez soi, on sort plus, on fait plus rien. Il y a plusieurs problèmes connexes au coronavirus. Vous mettez le point sur quelque chose de très important que nous avons pu constater, c'est-à-dire que du fait du coronavirus, beaucoup de patients ne se sont pas fait soigner. Ont évité d'aller dans les hôpitaux, ont évité d'aller dans les cabinets médicaux. En France, par exemple, les cabinets médicaux, pendant 2 mois, étaient vides. Il a fallu que les médecins appellent en disant « mais venez, il y a de la place, il faut venir ». Les services d'urgence étaient vides. Oui, parce que les messages ont été... Parce que les gens n'allaient pas. Les gens avaient peur, bien sûr, c'est compréhensible. Et donc, on a vu une baisse bizarre du taux d'accidents vasculaires cérébraux ou de problèmes cardiaques. En fait, les gens avaient les mêmes problèmes, simplement ça n'était pas déclaré avec les conséquences que cela pouvait entraîner. Écoutez, il faut savoir aussi que les services continuent à fonctionner. On continue à fonctionner. Moi, j'ai fait hospitaliser 3 personnes, dont une personne, une fois à 4 heures du matin, qui avait fait une chute, et une personne âgée, et à qui il a fallu opérer le lendemain. Elle a été opérée 2 jours, elle est sortie après, sans problème. Parce qu'il y avait des fils Covid et il y avait les hôpitaux ont organisé des fils Covid et des fils, bien sûr, soins courants. Par ailleurs, en ce qui concerne la sédentarité, c'est un problème réel, mais c'est un problème qui n'a pas touché que les personnes âgées, qui a touché tout le monde. Si vous parlez autour de vous à des personnes jeunes et moins jeunes qui ont respecté le confinement, et globalement ça a été bien respecté, eh bien vous allez apprendre que nous avons tous pris un certain nombre de kilogrammes. Moi le premier. Donc ce confinement a entraîné une sédentarité. Alors bien sûr, il y a eu de la gym, on n'a jamais vu autant de joggeurs dans le monde, hein. C'est absolument impressionnant. Tout le monde joguait. Il y a eu des cours en ligne de gymnastique, mais ça n'a pas suffi. Et donc cette sédentarité aujourd'hui s'arrête et heureusement on peut reprendre une activité normale, professionnelle, physique et essayer de reperdre ces quelques kilos. Bon. Donc c'est vrai que ça a posé un problème, cette sédentarité a posé un problème. Le fait de ce Covid a posé un problème dans la sédentarité. Bon, maintenant ça y est, c'est terminé et je vois en consultation pas mal de personnes qui veulent
dans le cadre d'une consultation courante, essayer de perdre 2 ou 3 kilos parce que c'est des kilos qu'ils ont pris pendant le confinement. Mais c'est vrai que ça a été un problème. Alors, Josriam, on a parlé des tests. Combien de temps le virus reste dans la gorge, dans le nez, avant de descendre dans les bronches? Et est-ce que les tests sont fiables? Alors, les tests sont fiables. Oui, les tests sont fiables. En Israël, en tout cas, les tests sont fiables. Il y a eu quelques faux positifs, il y a eu quelques faux négatifs. Mais je crois que maintenant c'est arrangé. Au début, il y a eu vraiment des questions qui ont été soulevées autour de ça. Maintenant, je crois que c'est arrangé et les tests sont fiables, oui, vraiment. Et puis, il y a surtout une multiplication des tests. Il y a des endroits, vous l'avez signalé déjà dans vos émissions, des endroits où on peut passer ces tests. Il y a des sortes de cars mobiles où les gens peuvent se rendre, des tentes. Donc, aujourd'hui, je rappelle qu'il faut une ordonnance d'un médecin pour s'y rendre. Oui, les tests sont fiables, déjà, pour commencer. Ensuite, après, vous posez la question en fait du temps d'incubation. Exact. À partir du moment où quelqu'un va être infecté, il faut compter 15 jours. Voilà, 15 jours, c'est la moyenne. On a quelques cas jusqu'à 23 jours, 21 jours, 25 jours, mais la moyenne, c'est 15 jours. Alors, le problème est que dans les cas où il y a des signes, des symptômes, parfois, le Covid est installé depuis déjà 2 ou 3 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 jours avant que ces symptômes puissent apparaître et puissent alerter le patient et son entourage. Si vous permettez, je vais rappeler ces symptômes parce qu'ils sont fondamentaux. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de malades asymptomatiques aussi. Oui, pardon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades asymptomatiques, notamment les jeunes. Tout à fait, mais il peut y avoir aussi des symptômes qui peuvent alerter. Et ces symptômes les plus classiques sont les maux de tête, la perte d'odorat, ça c'est important, ce qu'on appelle l'anosmie, c'est un nouveau diagnostic, la perte du goût, la gueusie, une toux qui est sèche en général, quelques maux de ventre, des diarrhées, la fatigue et puis de la fièvre. Ça sont les symptômes bénins. Et ces symptômes doivent malgré tout alerter, même si la personne est en bonne santé, mais si elle a ces symptômes, ça vaut le coup quand même de demander, de faire une consultation et de voir son médecin. Les autres symptômes les plus embêtants sont les douleurs dans la poitrine, la difficulté respiratoire, l'essoufflement. Ça sont des symptômes qui doivent alerter sérieusement. Et là, il faut encore plus vite consulter. Voilà, il faut les rappeler. Il faut les rappeler parce qu'en fait, il faut savoir que ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Nous sommes dans une phase aujourd'hui où nous espérons voir le bout du tunnel, mais il y a encore des personnes atteintes de Covid. Il y en aura encore d'autres, en espérant qu'il y en ait de moins en moins et que progressivement l'épidémie s'éteigne. C'est ce que l'on souhaite. Et il faut savoir que nous n'avons pas de traitement, je le répète, nous n'avons pas de traitement aujourd'hui validé à 100%. Nous avons 2 ou 3 traitements qui sont intéressants, mais qui sont utilisés dans les phases aiguës, c'est-à-dire pas dans les phases graves, dans les personnes qui sont hospitalisées, okay. Mais dans les phases aiguës au début, nous n'avons pas de traitement réellement. Et puis, nous espérons un vaccin, mais ce vaccin, il sortira dans... Ouais, on n'est pas encore là. Alors justement... 6 mois, 1 an. Alors, vous me tendez la perche, Josriam, parce que on parle évidemment de la seule protection qu'on a à notre portée, c'est de mettre un masque et de bien se laver les mains. Alors, on a beaucoup parlé du lavage des mains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement pourquoi se laver les mains protège du virus? Je vais vous parler de ce qu'on appelle les gestes barrières. C'est très important. Les gestes barrières, il ne faut pas les oublier. C'est aujourd'hui fondamental et c'est ce qui a permis, avec le confinement, d'éviter des millions de morts. Donc, et en Israël en particulier, ça a été vraiment suivi. Bon, maintenant ça s'est relâché, mais au début ça a été vraiment suivi. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on les rappelle. Et c'est pour ça que je voudrais vous les redire et vous faites bien d'en reparler. Ces gestes barrières sont encore valables. Il faut encore les mettre en acte. Le premier, c'est le masque. Le port du masque est obligatoire dans l'espace public, je le répète. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les personnes qui théoriquement ne portent pas de masque dans l'espace public devraient être pénalisées. Il y a encore des amendes qui pourraient être mises. Bon, la police ne le fait pas, mais c'est encore obligatoire. Alors justement, puisqu'on parle du port de masque, on le met du côté bleu, du côté blanc. Certains se posent encore la question ou ça dépend? Est-ce que vous me voyez là? Allez-y. Oui. Allez-y. Voilà un masque. Donc ça, c'est un masque chirurgical. Ce sont les masques les plus utilisés et souvent largement suffisant. Donc, c'est un masque qui est un côté bleu, un côté blanc. Vous allez utiliser le masque de cette manière, le côté bleu devant vous,
le côté blanc sur vous. Vous allez le pincer ici au milieu parce qu'il y a un petit clip qui va se poser sur l'arête du nez. Et puis tout simplement, voilà, c'est comme ça. Ok, alors simplement, mais dans votre, je vous demande aussi, dans votre masque, vous avez une petite barre à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est le petit clip dont je vous ai parlé. Voilà, mais parce qu'il y a des masques où la barre est posée sur le côté blanc, sur le côté bleu, pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met du côté bleu ou du côté blanc? Non, c'est toujours le côté bleu, le masque chirurgical, hein, c'est comme ça. D'accord, ok. Voilà. Alors comme ça, c'est donc, clair. Devant, et ensuite, ce que vous allez faire, et ça c'est très important, quand vous allez mettre un masque, vous le mettez ainsi, voilà, et quand vous le retirez ainsi. C'est-à-dire, vous ne le prenez pas au milieu, avec les doigts. Il ne faut pas le toucher, le masque, hein, d'accord? Il faut éviter de le toucher, en tout cas éviter. Donc vous le mettez et ensuite vous le retirez ainsi. Oui, parce qu'il pourrait y avoir du virus sur la face extérieure du masque, c'est ça? D'accord. Exactement. Ouais, c'est important. Très bien, on va s'associer, vous allez venir dans mon cabinet médical. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors le masque, c'est fondamental, je le redis, quand vous allez faire vos courses dans les supermarchés, etc. D'ailleurs, dans certains supermarchés, ils le demandent, dans certaines boutiques aussi, et là, c'est pas dans toutes. Alors les donc mains, ça, c'est fondamental. les Ensuite, mains à présent. Oui, le lavage des mains, j'y arrive. Et le lavage des mains reste aussi un moyen fondamental pour endiguer ce virus. Le lavage des mains, mais vous savez, on le faisait avant, quand on était petit, nos parents nous embêtaient et étaient sans arrêt en train de dire lave-toi les mains. Eh bien, il faut revenir à ces règles d'hygiène. Et donc, ça veut dire qu'il faut se laver les mains régulièrement. Il faut se laver les mains avant, après, quand on sort, quand on rentre. Ça c'est fondamental. Alors, mais certaines personnes, excusez-moi de vous couper, mais certaines personnes ne comprennent pas pourquoi c'est tellement fondamental, puisqu'il n'y a pas de remède pour le coronavirus, qu'il n'y a pas de produit qui tue le coronavirus. Donc, on se demande pourquoi le savon va être une barrière au virus. Non, c'est faux. Le savon a une action très précis sur alors je ne veux pas rentrer dans les détails qui sont un peu pénibles, sur la membrane lipidique du coronavirus. Donc, le fait de mettre du savon et de se laver, de frotter les mains, va chasser le virus. C'est pour ça qu'on se lave les mains. C'est fondamental. Et parce que on peut toucher certaines choses qui sont porteuses de coronavirus, et donc, comme elles sont porteuses, il faut s'en débarrasser avant de se toucher le nez ou les yeux ou la bouche, qui sont les endroits par où peuvent rentrer le coronavirus. Donc il faut se laver les mains, il faut pendant 15-20 secondes, hein, vraiment sérieusement, avec de l'eau et du savon. Ça c'est fondamental. Plus le gel hydroalcoolique que vous pouvez utiliser aussi, qui est un excellent moyen. Simplement, quand on utilise trop de gel hydroalcoolique, il y a un problème avec parfois des irritations au niveau des mains, ça on l'avait signalé. Mais le savon, le lavage de mains est une excellente chose et il faut continuer. Bien sûr, ainsi que la distance physique. Hein. Il faut garder toujours une distance. Quand vous êtes dans une foule, il faut éviter d'être en contact avec Jose Riem, on voulait vous remercier pour ce point bien complet ce matin. On espère que tout le monde suivra vos conseils. On vous retrouvera une prochaine fois. Une très bonne journée, une excellente santé, Jose Riem. Merci à vous. Voilà. Faites attention à vous. Soyez prudents et prenez soin les uns des autres. On va essayer. Merci beaucoup.